La complexité des troubles anxieux. L'étude des troubles anxieux exige de poser d'abord des bases conceptuelles claires, car les termes d'anxiété, de peur et de panique sont souvent employés indifféremment dans le langage courant. Pourtant, sur le plan clinique et psychopathologique, ils renvoient à des réalités distinctes. Une bonne compréhension de ces notions permet non seulement d'affiner le diagnostic, mais aussi de guider l'évaluation et la prise en charge thérapeutique. L'anxiété peut être définie comme une humeur durable, diffuse, marquée par une tension interne, une vigilance accrue et une anticipation d'un malheur à venir. Elle est fondamentalement orientée vers le futur et reflète l'incertitude face à des événements perçus comme potentiellement menaçants mais mal définis. Elle s'accompagne souvent de manifestations somatiques telles qu'une tension musculaire persistante, des troubles du sommeil, une irritabilité et des difficultés de concentration. Contrairement à une simple inquiétude ponctuelle, l'anxiété pathologique s'impose à l'individu, altérant sa qualité de vie et son fonctionnement. La peur, quant à elle, se distingue par sa brièveté et son intensité. Elle constitue une réponse émotionnelle à un danger immédiat, réel ou perçu comme tel. Elle mobilise rapidement les ressources physiologiques de l'organisme en déclenchant une réaction d'alerte. Accélération cardiaque, sudation, mobilisation musculaire. Il s'agit d'un mécanisme de protection ancestrale qui permet à l'individu de réagir face à une menace présente, soit en fuyant, soit en affrontant le danger. La peur est donc une émotion adaptative, proportionnée à une situation concrète. La panique se situe à l'intersection de ces deux dimensions, mais elle s'en distingue par son caractère soudain, imprévisible et souvent disproportionné. Elle survient brutalement, dans un contexte parfois vide de tout danger objectif. L'individu est submergé par une peur intense et désorganisante, souvent accompagnée de symptômes physiques violents. Palpitations, sensations d'étouffement, douleurs thoraciques, vertiges, impression de déréalisation ou de dépersonnalisation. Ce tableau peut être vécu comme une expérience de mort imminente ou de perte de contrôle total. Ce qui caractérise la panique, c'est cette peur qui surgit de manière inappropriée, sans menace immédiate identifiable, ce qui la rend d'autant plus troublante pour le sujet. Une illustration frappante de cette différence peut être apportée par un cas précis. Quelques semaines après une intervention bénigne, alors qu'elle était en phase de récupération sans complications médicales, Marie fut brutalement réveillée en pleine nuit par une sensation d'angoisse diffuse. Très vite, son cœur s'emballa, une douleur thoracique s'installa, suivie de vertiges et d'une impression de flotter hors de la réalité. Terrifiée à l'idée de faire un arrêt cardiaque, elle alerta sa sœur, sans comprendre ce qui lui arrivait. Cet épisode, apparemment sans déclencheur identifiable, réunit les caractéristiques typiques d'une attaque de panique. Il se distingue d'un simple épisode anxieux par la soudaineté des symptômes, leur intensité et le vécu subjectif de perte de contrôle imminent. La distinction entre anxiété, peur et panique n'est donc pas purement théorique. Elle permet de mieux cerner le vécu du patient, de comprendre le mécanisme sous-jacent et de poser les premiers jalons d'une prise en charge adaptée. C'est sur ces bases que se construit la compréhension des différents troubles anxieux que l'on retrouve dans la pratique clinique. Comprendre les causes des troubles anxieux, c'est s'aventurer dans une trame complexe de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, qui interagissent subtilement et construisent, lentement mais sûrement, une vulnérabilité à ces états de détresse intérieure.
Il n'existe pas de cause unique, pas de ligne droite vers l'anxiété pathologique. Il s'agit plutôt d'un terrain propice, préparé par l'histoire de chacun, par son corps, son milieu, ses expériences, et parfois même par le silence de ce qu'il n'a jamais appris à affronter. Sur le plan biologique, le corps semble parfois être le premier à crier. Des déséquilibres au sein du système nerveux central peuvent rendre certains individus plus sensibles que d'autres à l'anxiété. Des anomalies dans les circuits régulateurs des émotions, en particulier ceux du système limbique, jouent un rôle central. L'amygdale, par exemple, structure de la peur, s'active parfois comme une alarme trop bien rodée, déclenchant des réactions disproportionnées à des stimuli pourtant anodins. À cela s'ajoutent des ajustements dans le fonctionnement de certains neurotransmetteurs. Lorsque les systèmes liés au GABA, qui freinent l'excitation nerveuse, ou à la sérotonine, qui module l'humeur et les impulsions, sont défaillants, le cerveau devient plus réactif, plus perméable à l'angoisse. De plus, l'activation répétée de circuits endocriniens, comme ceux impliquant la corticotrophine, peut entretenir une alerte chronique, une tension de fond qui prépare le terrain aux débordements anxieux. Mais la biologie ne suffit pas. Il y a aussi parfois, dans l'enfance, un apprentissage invisible qui se fait à travers les regards, les gestes ou les absences. Une personne peut grandir avec un sentiment diffus que le monde est imprévisible, que les événements échappent à tout contrôle, que rien n'est stable. Ce sentiment d'incontrôlabilité peut naître d'un environnement où les réponses parentales ont manqué de régularité, de sécurité, de réassurance. Les enfants apprennent à se sentir capables ou impuissants selon la façon dont leurs besoins ont été accueillis. Un parent surprotecteur peut empêcher l'enfant d'éprouver sa propre compétence à gérer les petites épreuves du quotidien. Un parent distant peut le laisser seul face à une angoisse que l'enfant ne comprend pas. Dans les deux cas, c'est l'idée même de sécurité intérieure qui est compromise. Et ce socle fragilisé pourra, plus tard, se fissurer sous le poids des exigences de la vie adulte. À cela s'ajoutent les épreuves que le monde impose, les blessures du lien social. Un conflit, une rupture, une perte ou même une pression sociale continue peuvent suffire à faire basculer une vulnérabilité latente dans une angoisse manifeste. Le stress, lorsqu'il devient chronique ou aigu, agit comme un révélateur. Il érode les mécanismes d'adaptation. Il surcharge les ressources internes. L'anxiété n'est alors plus un simple écho intérieur. Elle devient une présence insistante, une compagne tenace qui colore les relations, le travail, le sommeil, et parfois même le corps tout entier. Ainsi, les causes des troubles anxieux résident moins dans une origine unique que dans un entrelac de prédispositions et de circonstances. Le trouble émerge là où se rencontre une sensibilité biologique particulière, une expérience précoce de perte de contrôle et un environnement qui, à un moment donné, n'a pas su ou pu protéger. Comprendre cela, c'est ouvrir la voie à une approche thérapeutique respectueuse de la singularité de chaque parcours, et consciente de cette mécanique silencieuse qui façonne, bien avant les symptômes, les contours invisibles de l'angoisse. Face à la diversité des troubles anxieux, à leur apparente hétérogénéité et à leur surgissement parfois soudain, il devient nécessaire d'adopter une vision qui embrasse l'ensemble des facteurs qui sont en jeu. C'est dans cette perspective que s'élabore un modèle explicatif intégré, une tentative de relier les fils invisibles qui, de l'enfance aux événements de la vie adulte, en passant par l'organisation biologique du cerveau,
tisse la trame d'un terrain anxieux. Ce modèle repose sur l'idée d'une triple vulnérabilité, où chaque dimension, à sa manière, prépare ou amplifie la possibilité qu'un trouble anxieux émerge. La première est d'ordre biologique. Elle désigne une sensibilité innée, une disposition corporelle, parfois héréditaire, à réagir plus intensément au stress. Certains individus semblent, dès leur plus jeune âge, dotés d'un système nerveux plus réactif, d'une vigilance accrue, d'une tension de fond plus difficile à apaiser. Ce n'est pas une pathologie en soi, mais une disposition, une manière d'habiter le monde où les signaux de danger sont plus vite perçus, plus difficilement relativisés. La deuxième vulnérabilité est psychologique et générale. Elle naît non pas du corps, mais du regard porté sur le monde. Elle se construit lentement, souvent dès l'enfance, à travers les interactions avec les figures d'attachement. Elle s'ancre dans le sentiment plus ou moins stable que le monde est contrôlable, que l'on peut se fier à ses ressources, faire face aux imprévus. Lorsque cet apprentissage fondamental est lacunaire ou contredit par l'expérience, l'individu développe une relation au monde marquée par l'incertitude, la méfiance, l'anticipation anxieuse. L'angoisse devient le reflet d'une conviction, celle que l'on ne saura pas faire face. La troisième vulnérabilité est spécifique. Elle découle d'expériences précises, d'apprentissage souvent implicite. Elle se manifeste par l'association entre une situation donnée, un lieu, une sensation, un mot, une pensée, et la peur. Parfois, cela provient d'un événement traumatisant ou fortement désagréable. D'autres fois, d'un conditionnement plus subtil, comme l'observation d'un parent paniqué face à certains contextes. Cette vulnérabilité spécifique donne à l'angoisse un visage, un objet. Elle transforme une crainte diffuse en peur ciblée. Peur de parler en public, peur des microbes, peur de s'éloigner, peur de suffoquer. Ces trois niveaux de vulnérabilité ne s'ajoutent pas simplement, ils s'entrelacent. Et ce sont les apprentissages précoces qui jouent souvent un rôle de passeur entre la biologie et la subjectivité. Ce qu'un enfant apprend ou croit apprendre sur lui-même, sur la sécurité, sur le monde, sur le danger, fonde des croyances silencieuses, tenaces. Certaines sont utiles, protectrices, d'autres deviennent source de tensions permanentes. Par exemple, je dois tout anticiper pour ne pas être pris au dépourvu. Ou alors, si je perds le contrôle, tout s'effondre. Ou encore, mes sensations corporelles sont des signes de menace imminente. Ces croyances sont comme des lentilles à travers lesquelles le réel est perçu, toujours teinté de menace. À cela s'ajoute le rôle du conditionnement, qu'il soit direct ou indirect. Un individu peut apprendre à redouter un lieu simplement parce qu'il y a vécu une attaque de panique. Dès lors, ce lieu devient un signal, une alerte apprise. Mais parfois ce ne sont pas les lieux qui deviennent menaçants, ce sont les propres sensations internes de l'individu. Un cœur qui s'emballe, une respiration courte, une chaleur soudaine. Ces indices internes sont perçus comme le prélude d'un effondrement, d'une perte de contrôle. Ils deviennent à eux seuls source d'angoisse. Ainsi, le modèle explicatif intégré ne se contente pas de dresser une liste de causes. Il propose une architecture dynamique où l'on voit comment un terrain biologique peut être mis en tension par une histoire précoce de vulnérabilité psychologique, et comment l'expérience concrète, un épisode traumatique, une crise inattendue, peut fixer la peur sur des objets précis. C'est dans cette interaction complexe que les troubles anxieux prennent racine,
Et c'est à travers cette compréhension globale que s'ouvre la voie d'une prise en charge fine, ajustée, respectueuse de l'histoire singulière de chaque personne. Il est rare que l'anxiété s'avance toute seule. Dans la pratique clinique, elle arrive souvent accompagnée, masquée ou entrelacée à d'autres souffrances psychiques. Cette cohabitation de plusieurs troubles chez une même personne, ce que l'on nomme la comorbidité, n'est pas une simple complication technique pour le clinicien. Elle constitue un trait fondamental des troubles anxieux et un révélateur de leur nature profonde. L'une des associations les plus fréquentes et les plus significatives est celle qui lie l'anxiété à la dépression. Ces deux états semblent dialoguer en silence, se répondre, parfois s'alterner, parfois se superposer au point de ne plus pouvoir être distingués. De nombreuses personnes consultent pour un mal-être qu'elles décrivent comme une nervosité permanente, une tension, une difficulté à faire face. Et l'on découvre, en les écoutant, que derrière cette angoisse se cache aussi une fatigue morale, un repli sur soi, une perte de plaisir. D'autres viennent pour une humeur triste, un ralentissement, un désintérêt de tout. Et l'on perçoit, au fil des échanges, une peur sourde, une hypervigilance constante, un sommeil fragmenté, un corps en alerte. La fréquence de cette co-occurrence est frappante. Des études ont montré que plus de la moitié des personnes souffrant d'un trouble anxieux présentent également à un moment ou à un autre de leur vie un épisode dépressif majeur. Et si l'on prend en compte l'ensemble de leur histoire psychique, cette proportion peut s'élever jusqu'à plus des 3/4. Ce chevauchement ne doit rien au hasard. Il témoigne d'un socle commun, d'une vulnérabilité partagée, peut-être même d'un langage commun de la détresse psychique. L'angoisse anticipatrice et l'abattement mélancolique peuvent ainsi être deux expressions d'une même fragilité, celle de l'individu qui doute de sa capacité à affronter le monde, qui se sent submergé, désorganisé, parfois sans refuge intérieur. Sur le plan clinique, cette comorbidité pose plusieurs défis. Elle complexifie le diagnostic, car les symptômes peuvent se camoufler les uns les autres, ou se renforcer mutuellement. Une personne souffrant d'un trouble panique peut, par exemple, développer une humeur dépressive à force de vivre dans la crainte constante d'une nouvelle attaque. Inversement, un état dépressif profond peut nourrir des pensées anxieuses catastrophiques, des préoccupations somatiques, une hypersensibilité à l'incertitude. Elle a également une portée pronostique importante. La présence simultanée d'un trouble anxieux et d'un trouble de l'humeur est souvent associée à une évolution plus longue, à un risque accru de rechute, à une détérioration plus marquée du fonctionnement social et professionnel. Cela signifie que l'on ne peut se contenter de traiter un seul aspect du tableau, ni espérer qu'un symptôme disparu entraîne mécaniquement l'effacement de tous les autres. L'approche thérapeutique doit être globale, nuancée, attentive à la manière dont les dimensions anxieuses et dépressives s'articulent dans l'histoire singulière du patient. Enfin, cette intrication soulève des enjeux majeurs en termes de diagnostic différentiel. Il ne s'agit pas seulement de cocher des critères, mais de comprendre le fil conducteur de la plainte, ce qui domine dans l'expérience subjective de la personne. Est-ce la peur, le doute, l'anticipation? Est-ce la tristesse, le désespoir, le retrait? Ou est-ce les deux à la fois, se nourrissant l'un l'autre? Cette lecture fine est essentielle pour poser un diagnostic juste, orienter le traitement et accompagner avec justesse. En somme, la comorbidité n'est pas un accident ni une exception. Elle fait partie intégrante du paysage des troubles anxieux.
Elle oblige à penser la souffrance psychique dans sa complexité, à dépasser les catégories rigides et à accueillir l'individu dans la totalité de son vécu, sans dissocier artificiellement ce que, souvent, la vie a intimement mêlé.